Bonjour à toutes et tous. Bonjour aux amis économistes, journalistes qui sont inscrits, aux lycéens, ils sont nombreux de Brest, de Paris et d'ailleurs, aux professeurs, au public habituel du Printemps de l'économie. On est très très heureux de vous accueillir à ce e-café qui est fait avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, qui est grand mécène du Printemps de l'économie depuis maintenant 2013 et que l'on remercie pour son fidèle soutien. Merci à Isabelle. Donc, bienvenue à ce e-café avec une thématique bien évidemment d'actualité. On se souvient que suite à la crise financière, le Grenelle de l'environnement avait accouché de choses moindres par rapport à ce qui avait été initialement prévu, d'où la question, est-ce que tout d'un coup la transition énergétique ne serait pas passée à la trappe et on pourrait se poser exactement la même question aujourd'hui en fonction du Covid-19. Donc, merci à nos deux intervenants que Rémi va nous présenter, Rémi qui est le grand ordonnateur de la session d'aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent e-café. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente d'abord Isabelle Laudier. Donc, je suis responsable à la Caisse des dépôts de l'Institut pour la recherche, qui en effet, comme l'a précisé Pierre Pascal, est grand mécène du Printemps de l'économie depuis quelques années. Donc, nous sommes ravis de soutenir ce bel événement et d'y participer à la fois dans le cadre du comité scientifique, du conseil scientifique du Printemps de l'économie, que des programmes. Nous avons l'occasion d'organiser diverses sessions sur nos sujets stratégiques. Alors peut-être rappeler pourquoi d'abord nous soutenons le Printemps de l'économie. L'Institut pour la recherche a pour mission de soutenir des travaux académiques dans les grands champs stratégiques de la Caisse des dépôts, donc en lien avec ses métiers et en lien avec ses priorités stratégiques, qui sont aujourd'hui bien sûr des priorités très liées à la crise actuelle. Donc nous allons beaucoup parler de relance dans les mois qui viennent, et notamment de relance durable pour ce qui concerne la Caisse des dépôts. Mais sinon, en termes de priorités stratégiques en lien avec les champs d'intervention de la Caisse des dépôts, on peut noter d'une part la transition énergétique, par ailleurs la cohésion sociale et bien sûr tout ça dans le cadre des enjeux territoriaux. Donc le thème d'aujourd'hui, évidemment, un thème qui pour nous intéresse beaucoup. Peut-être dernier point d'explication, donc on est partenaire du Printemps de l'économie, donc d'un événement. D'une manière générale, nos soutiens sont plutôt des soutiens à des projets de recherche, dans le cadre de partenariats avec des centres de recherche ou les universités. Nous avons aussi l'occasion de soutenir des chaires. Nous participons dans ces cas-là à la gouvernance de la chaire, mais nous avons aussi des partenariats avec des think tanks. Donc encore une fois, comme je le disais, tous ces travaux visent à nous éclairer dans le cadre de nos priorités stratégiques, de nos métiers, et de nous informer, voire de nous alerter dans le cadre de signaux faibles sur les tendances à venir qui pourraient nous impacter. Donc, nous avons aussi des partenariats avec des événements et c'est pour cela que nous soutenons le Printemps de l'économie. Donc, contribuer au débat public sur les enjeux stratégiques est évidemment pour nous essentiel et échanger avec les chercheurs est toujours extrêmement riche. Donc, aujourd'hui, nous avons en effet proposé au Printemps de l'économie une session qui sera présenté par des chercheurs que nous connaissons bien, avec qui nous avons travaillé déjà depuis plusieurs années, qui sont donc Gilles Lepezan. Alors attendez, un instant, pardon. Qui est directeur de recherche au CNRS, qui aujourd'hui est au Centre Marc Bloch de Berlin, et Rachel Guyet, donc aujourd'hui travaillant au Centre international de formation européenne à Nice également, mais je laisserai les chercheurs éventuellement préciser si j'ai oublié des choses, travaillant également sur ces enjeux. Alors, nous avons travaillé avec cette équipe sur les enjeux de la transition énergétique, puisqu'on a commencé par un travail sur les politiques publiques en Europe au niveau européen de soutien aux ENR. Nous avons poursuivi sur un enjeu plus territorial, comment les territoires s'emparaient de la transition énergétique via la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable. Et nous venons de finir un travail sur les filières, c'est-à-dire les entreprises dans le secteur donc, des énergies renouvelables. Alors aujourd'hui, on pose la question de la transition énergétique parce que d'une part, on a observé évidemment une chute brutale de la consommation liée au confinement. Et dans les débats aujourd'hui de la relance, se pose la question de savoir s'il faut garder les mêmes engagements que nous avions pris sur les enjeux de transition énergétique. Donc, car il faut relancer et peut-être que ces enjeux de transition énergétique ne sont pas totalement prioritaires dans la relance. Donc là, il y a débat. Et puis la deuxième question qui se pose, c'est qu'on a vu que
l'enjeu de l'accès aux services, en particulier d'énergie, au moment du confinement, notamment pour avoir des conditions de logement identiques et pour pouvoir se connecter aux différents services numériques, c'était également une question essentielle. Donc, pour nous, c'était vraiment utile d'organiser ce café, de partager les réflexions des chercheurs sur où en est la transition énergétique dans le cadre du pacte européen. Est-ce que ce pacte européen sera toujours d'actualité demain? Où en est la transition énergétique et où en est donc l'égalité face à l'accès à l'énergie, donc notamment dans le cadre du logement, mais ailleurs. Donc Gilles Lepesan et Rachel Guillet donc, vont nous présenter leurs réflexions aujourd'hui. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Rémi Janin pour l'organisation de ce e-café. C'est, je crois, une excellente idée. Et je me réjouis également de la présence d'Isabelle Laudier, car la Caisse des dépôts est en effet un des lieux essentiels où s'articule l'action et la réflexion sur la thématique qui nous occupe ce matin. Et précisément évaluer l'impact de la crise sur la transition. C'est assez aléatoire aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la pandémie n'est pas terminée. Deuxièmement, la crise économique et sociale ne fait que commencer. Et puis troisièmement, on ne sait pas encore tout sur les plans de relance. Néanmoins, un certain nombre de constats peuvent être déjà établis. Je voudrais les partager avec vous pour en discuter. Le premier constat, c'est qu'on a une chute de la demande mondiale en énergie sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, largement supérieure à ce qu'on a vu lors des deux chocs pétroliers et lors de la crise financière de 2008-2009. Logiquement, les émissions de gaz à effet de serre ont chuté. Nous sommes désormais à la situation que nous connaissions il y a à peu près 8 ans. Et là encore, c'est très significatif. Là encore, c'est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de savoir qui a perdu et qui gagne dans ce processus. Quels sont les vecteurs d'énergie qui sont les plus affectés? Le pétrole, ça ne surprendra personne en raison de l'état du trafic aérien et automobile. Le charbon, parce que la Chine consomme à peu près la moitié du charbon utilisé pour la production d'énergie dans le monde. Le gaz est également très affecté. Mais ce qui est intéressant, c'est que les renouvelables semblent tirer leur épingle du jeu et connaissent une croissance à la fois en pourcentage et dans certains pays en volume. Et si on regarde le mix électrique, l'électricité c'est à peu près 25-30% de l'énergie, mais c'est une part seulement. Mais on voit quand même qu'en Chine, en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Inde, etc., la part des renouvelables est en augmentation aux dépens des autres sources d'énergie. Alors, maintenant, regardons du côté de l'Europe. Il s'est passé quelque chose d'intéressant en Allemagne le 20 avril dernier. Vous avez ici la courbe de consommation en rouge et puis les courbes de production. Ça ne vous surprendra pas, le jaune renvoie à l'électricité d'origine photovoltaïque, le bleu à l'éolien, puis il y a l'éolien offshore, l'hydraulique et puis la biomasse. Et ce que vous constatez, c'est qu'entre, disons, 11h et 14h à peu près, eh bien, 100% de la demande a été satisfaite par les énergies renouvelables. Et d'autres pays ont connu cela ces dernières semaines, ont eu une demande électrique satisfaite à hauteur de 60-70% par les énergies renouvelables. Alors, il ne faut pas tirer de conclusion hâtive de cela. La question, bien sûr, c'est est-ce que ça va durer? Il semble que ça pourrait durer, en effet, pour une raison structurelle, qui est le principe du merit order, qu'on traduit par préséance économique. Je ne suis pas bien sûr que la traduction française soit plus claire, mais l'idée est simple. C'est qu'au fond, lorsqu'un gestionnaire de réseau doit équilibrer l'offre et la demande sur son réseau, il fait appel aux sources d'électricité dont le coût marginal est le plus bas. Or, les énergies renouvelables ont un coût marginal très bas, entre autres parce qu'elles ne payent pas leur combustible. Quand vous produisez l'électricité avec du charbon, du gaz, du nucléaire, vous devez acheter le combustible. Mais vous n'allez pas acheter du vent ou un rayon de soleil. Et donc, leur coût de fonctionnement est très bas, ce qui leur permet d'évincer les autres vecteurs électriques sur le marché. Et lorsque la demande chute, mécaniquement, la part des renouvelables augmente, mais aussi, je le disais, en volume, parce que les installations mises en œuvre ces dernières années, surtout l'année passée, ont été extrêmement importantes.
Gilles, est-ce que c'est possible de retirer la fenêtre couleur qui est sur la présentation, là, qui nous empêche de voir il y a une petite fenêtre couleur. Alors, attendez. Voilà. C'est juste, voilà. Il y a une fenêtre couleur, voilà. Ah, pardon, je ne l'avais pas vu. D'accord. Voilà. Ça cachait, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, ensuite, on peut être tenté par un certain optimisme à la vue de tout cela, mais l'optimisme doit être modéré d'une part parce que les objectifs à atteindre sont considérables pour rester dans un monde vivable à l'échéance de 2030-2050, mais surtout, la crise de 2008-2009 avait suscité beaucoup d'attentes également. On pensait à un tournant, et puis regardez le graphique d'en haut, on voit bien que finalement, ce ne fut qu'une parenthèse. 2010, les émissions redémarrent et de manière tout à fait exceptionnelle. Pourquoi? Entre autres, pas seulement, mais entre autres parce que la consommation de charbon a continué à progresser. Vous voyez sur le graphique d'en bas qu'elle s'est stabilisée en 2008-2009, puis elle a repris plus belle. Aujourd'hui, on parle d'une stabilisation, voire d'un déclin à la fois du charbon et du pétrole d'ici à 2030, mais vous voyez bien sur ce graphique que ce qu'il faudrait, c'est bien plus qu'une simple stabilisation, c'est une franche chute de la demande en la matière qui nous ramènerait à 20-30 ans en arrière. Alors, ensuite, il y a quand même quelques raisons d'espérer, parce que le monde n'est pas tout à fait celui que nous connaissions en 2008-2009. Beaucoup de choses ont changé. Je vais m'attarder sur deux aspects. Le premier, c'est l'emploi. Vous savez, Isabelle l'a rappelé tout à l'heure, que bien souvent, on se dit finalement, entre la transition et l'emploi, peut-être qu'il vaudrait mieux accorder de l'importance à l'emploi, c'est ce qu'on entend ces jours-ci. Mais en 2009-2010, les énergies renouvelables occupaient à peu près 6-7 millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui, on est à plus de 11, voire 12 millions. Et si vous jetez un coup d'œil sur le graphique concernant l'Allemagne, vous voyez que le charbon a beaucoup moins d'effectifs aujourd'hui que les énergies renouvelables. Et donc, si on dit la priorité devrait être à l'emploi en période de crise, précisément, peut-être que accorder la priorité à la transition énergétique, énergie renouvelable plus efficacité énergétique, ce ne serait pas totalement idiot. L'autre élément qui a changé, c'est que les ENR sont compétitives. Là aussi, on entend dire souvent, c'est sympathique les ENR, mais c'est cher. Et en fait, leur coût a chuté. Et vous voyez sur le graphique que désormais, leur coût, dans de nombreux cas, il faudrait aller dans les détails pour préciser les choses, mais dans de nombreux cas, avoisine le coût des énergies fossiles, voire est inférieur au coût des énergies fossiles. C'est le cas, par exemple, dans un certain nombre de pays d'Asie, où aujourd'hui, il est plus intéressant financièrement d'investir dans le renouvelable que dans le charbon. Alors maintenant, regardons l'Europe. Deux éléments juste pour préciser les choses concernant l'Europe. Cette politique s'appuie sur différentes politiques. En réalité, la politique de la concurrence qui a ouvert les marchés, donc c'est ça qui a contribué à miner les monopoles nationaux. Et puis cette politique de la concurrence, elle encadre le financement des énergies renouvelables. Donc, tout ça se fait à l'échelle européenne. Les infrastructures, c'est fondamental, on en parle très peu, mais il est évident que nous allons faciliter la transition et résoudre beaucoup de problèmes si nous commerçons davantage d'électricité. Or, il faut savoir que les interconnexions physiques manquent entre la plupart des États membres. Si on veut que le soleil espagnol contribue à la production française ou que le vent de la Baltique contribue à la production et à la consommation en Allemagne, au Benelux, etc., il est essentiel, bien sûr, d'avoir des interconnexions. Et le deuxième point important, c'est naturellement la politique de l'énergie elle-même, où là, en 2009 et en 2019, on a eu des objectifs fixés qui sont rappelés sur le tableau. Alors, j'attire votre attention sur celui concernant les émissions de gaz à effet de serre pour 2030, 40%. Cet objectif-là, il a été adopté l'année passée, donc il y a très peu de temps. Et la Commission européenne, la nouvelle Commission européenne, est arrivée en disant on va revoir cela, alors même que ça vient d'être adopté, pour le porter à 50, voire à 55% si les États membres sont d'accord. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose à la fin de l'année 2019, c'est ce fameux Green Deal, donc qu'on traduit par pacte vert en français. Alors on dit parfois que l'Europe ne fait pas rêver, que les jeunes n'ont pas beaucoup de raisons de croire dans le projet européen. Mais s'il y a un objectif qui est quand même manifestement assez intéressant, c'est celui d'être le premier continent à atteindre la neutralité climatique en 2050. Et ça, c'est le grand projet
de la nouvelle Commission européenne. C'est ambitieux et surtout, la Commission est prête à mettre de l'argent sur la table si les États suivent. Et ce qui me paraît novateur ici et prometteur, c'est que pour la première fois, tous les enjeux liés au climat sont abordés de manière intégrée. Pas seulement l'énergie, mais aussi le transport, la forêt, l'industrie, etc., etc. Et donc ça, c'est une démarche très novatrice qui laisse à penser qu'on est là à un tournant. Mais à peine ce projet était-il mis en avant par la Commission européenne que survenait la crise. Et donc, ce qu'il faut regarder désormais, c'est de voir si ce plan va rester en l'état et quels sont les dispositifs prévus pour la relance des économies. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu tôt pour trancher, mais voici quelques éléments. Beaucoup de chiffres circulent. Retenons que le budget était en discussion déjà avant la crise, qu'il y a eu ce plan du mois d'avril, mais surtout destiné à des aspects macroéconomiques et financiers, puis ce fonds d'urgence de 750 milliards, révolutionnaire à bien des égards. Qu'est-ce qu'on sait de l'affectation de tous ces moyens? Qu'à peu près le quart du budget devrait être consacré au climat, mais il faudrait préciser les choses, pour ça c'est un petit peu trop tôt. Qu'on aura un fonds pour une transition juste, destiné aux régions qui sont en phase de reconversion. Alors là, pour le coup, c'est intéressant. Par exemple, on discutait avant la crise de savoir si le fonds devait avoir un financement de l'ordre de 7,3, 7,5 ou 7,8 milliards. Et en fait, il aura 40 milliards. Mais on sait toujours trop peu de choses sur l'affectation de ces moyens. Alors, regardons un petit peu la boussole que devrait utiliser l'Union européenne pour allouer ces moyens. Et là, on connaît deux aspects. Le premier, c'est le semestre européen, qui est en fait un instrument de coordination des politiques macroéconomiques qui a été mis en place après la crise de 2008-2009. Comme quoi, chaque crise fait avancer la construction européenne, contrairement à ce qu'on entend dire parfois. Mais vous voyez, les indicateurs sont quand même plutôt centrés sur l'économie. Il faut chercher à la loupe pour trouver des choses liées à l'environnement. Et on les trouve dans la stratégie Europe 2020. Mais il faudra voir si les États membres sont d'accord pour mettre la priorité sur ces aspects-là. Puis la deuxième boussole, ce sont ces plans énergie-climat. Comme vous pouvez l'imaginer, ce sont des stratégies proposées par les États qui ont été envoyées à la Commission européenne ces derniers mois ou qui vont l'être dans les prochaines semaines. Et voilà, on ne sait malheureusement pas énormément de plus sur ces plans de relance aujourd'hui, à part ces éléments-là. Alors maintenant, je voudrais, pour terminer, soulever quelques éléments qui me semblent essentiels pour la suite. Le premier, c'est que les acteurs économiques ont, à mon sens, besoin de visibilité, notamment sur le prix du carbone. Alors, sur le graphique de gauche, vous pouvez constater que l'Europe n'est pas du mauvais côté de l'histoire. Hein. Ce sont les émissions en 2019 par rapport à 2018. Les Européens auraient pu faire beaucoup mieux, mais d'autres ont fait beaucoup moins bien en tous les cas. Mais si vous regardez la courbe de droite, vous constatez que le chemin à parcourir est quand même très, très difficile. Surtout que maintenant, pour 2030, on ne parle plus d'une réduction de 40%, mais de 50 voire 55%, et d'une neutralité climatique dès 2050. Un instrument est très utile pour cela, c'est celui du marché carbone, qui a été mis en place aux environs de 2007, qui couvre 11 000 installations, donc ça peut être des usines chimiques ou des centrales thermiques, qui au total couvre à peu près la moitié des émissions de l'Union européenne, donc c'est quelque chose de très important. Et l'idée est simple, au fond, il s'agissait d'allouer des crédits carbone à ces gros émetteurs et de leur dire, voilà, si ça ne vous suffit pas, eh bien, vous avez deux options, soit vous investissez pour moderniser votre installation, soit vous achetez des crédits carbone. Et bien sûr, plus le prix est élevé, mieux c'est. Mais le dispositif n'était pas très bien calibré, et puis surtout, la crise de 2008 est intervenue, qui a fait chuter le prix du carbone, ce qui fait que ce marché carbone n'a pas du tout joué le rôle qu'il aurait dû jouer. Début 2019, mise en place d'une réserve de stabilité. Pour simplifier les choses, l'idée, c'est d'absorber tous ces crédits qui sont en excès sur le marché actuel et de faire remonter le prix du carbone. Succès garanti, le prix du carbone est remonté. Mais naturellement, vous imaginez bien que désormais, la question est, est-ce que nous allons revivre le scénario de 2008-2009? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, le marché carbone reste à un niveau satisfaisant, plus ou moins satisfaisant. Mais il va se passer pas mal de choses dans les mois qui viennent. Des centrales au charbon vont certainement fermer. Le Royaume-Uni va quitter ce marché à la fin de l'année. Bref, il y a un risque que beaucoup de crédits arrivent
sur le marché et que le prix chute. Donc, il faut impérativement résoudre ce problème. Je pense qu'on peut attendre beaucoup des acteurs économiques, mais il faut au moins qu'ils sachent à quoi ressemblera le monde d'après. Deuxième élément, serions-nous absolument remarquables et vertueux d'ici à 2050 que nous n'aurions résolu que 10% du problème, car 90% des émissions proviennent d'autres pays. C'est pourquoi la présidente de la Commission européenne avait proposé en janvier d'introduire une taxe carbone aux frontières. Alors, vis-à-vis des partenaires commerciaux, c'est un peu comme vis-à-vis des contribuables, il vaut mieux parler de mécanismes que de taxes, mais l'idée est bien là, c'est de taxer les importations en fonction de leur contenu carbone. Deux obstacles ici, ou deux problèmes à surmonter. Le premier, c'est l'OMC. Est-ce que l'OMC ne va pas avoir là une forme de protectionnisme déguisé? Et puis, deuxième obstacle, que vont penser les partenaires commerciaux d'une telle idée? Alors, on a déjà eu la réponse de nos amis américains, qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas très, très enthousiaste, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis, nos amis chinois ont également répondu. Et face à cela, bon, déjà, on peut se dire que, comme le dit la sagesse populaire, avec des amis pareils, on n'a plus vraiment besoin d'ennemis. Mais surtout, on a deux scénarios possibles. Soit cette taxe sera indolore et donc inefficace, soit il faudra beaucoup de courage aux dirigeants européens pour affronter ces deux gros partenaires qui sont, soit dit en passant, responsables de l'ordre de 35-40% des émissions dans le monde. Donc, il est absolument essentiel de les avoir de notre côté. Et puis, un autre aspect, c'est celui des contradictions qui nous attendent. Alors, je ne sais pas à quoi ressemblera le monde d'après dont on parle beaucoup, mais ce qui est certain, c'est qu'un certain nombre de contradictions vont rester et peut-être même vont être plus difficiles à résoudre dans les mois et dans les années qui viennent. J'en cite quelques-unes simplement. La première, c'est comment concilier le point de vue des habitants, des citoyens, sur les éoliennes et le développement des énergies renouvelables. Sur le graphique, vous voyez les installations d'éoliennes en Allemagne. Face aux oppositions de plus en plus radicales, de plus en plus fortes de la population, le nombre d'éoliennes installées a chuté. Vous avez le graphique, à peu près 80% de moins installées l'année passée que par rapport à l'année précédente. Autre contradiction, ce sont les coûts de la transition. Vous avez peut-être entendu parler de la mise en place de cette centrale thermique au charbon flambant neuve il y a quelques jours en Allemagne, qui a fait scandale. Mais le gouvernement expliquait aux opposants à cette centrale, les choses sont simples. L'exploitant nous demandait 1,5 milliard pour arrêter le projet, c'est trop cher. Autre contradiction, c'est celui des conditions dans lesquelles les métaux sont extraits. Or, la transition énergétique aura un besoin très important de métaux. Et il ne faudrait pas que les voitures électriques, les batteries des voitures électriques, comportent des métaux, par exemple de cobalt ou de lithium, exploités dans des conditions sociales, environnementales pour le moins contestables. Et puis une autre, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres, c'est la biodiversité. Alors, je parlais tout à l'heure du Green Deal. Un des volets de ce Green Deal, c'est précisément une stratégie en faveur de la biodiversité. Et tout de suite, des réactions se sont exprimées sur le thème. Vous voulez développer, vous voulez protéger la biodiversité, vous voulez protéger les forêts, notamment. Mais la biomasse forestière, c'est essentiel dans l'approvisionnement énergétique. Il faut savoir que c'est la première énergie renouvelable en France, par exemple. Et comment peut-on à la fois préserver les puits de carbone que sont les forêts, préserver la biodiversité et produire des énergies renouvelables? Donc, voilà quelques-unes des contradictions qui nous attendent. Et puis, dernier point, c'est le social. L'emploi. On parlait tout à l'heure d'acceptation sociale. Moi, il me semble que ces énergies renouvelables seront d'autant mieux acceptées qu'elles créeront beaucoup d'emplois. Alors, si vous regardez l'éolien, là, l'Europe a plutôt relevé le défi grâce à un petit pays de 5 millions d'habitants, le Danemark, qui est le leader mondial pour les éoliennes. On parle beaucoup en France de l'Allemagne, du modèle allemand, mais il y a d'autres pays qui sont également très intéressants, notamment plus au nord. Et là, pour le coup, c'est un grand succès dont les Européens peuvent être fiers. Pour le photovoltaïque, alors là, au contraire, la part de marché des Européens était à peu près correcte il y a quelques années, mais elle est voisine de zéro aujourd'hui. C'est la Chine et puis quelques autres pays d'Asie qui approvisionnent le marché. Ça, c'est un peu délicat parce que précisément l'énergie photovoltaïque, c'est celle qui progresse le plus vite parmi les renouvelables.
Et puis, le tout dernier aspect, c'est celui de la batterie. La batterie, c'est quelque chose de très important pour la voiture électrique, dont la part de marché est aujourd'hui assez faible. Pour une voiture électrique, la batterie, ça représente à peu près 40% du prix. Donc, c'est tout à fait essentiel. Et l'Union européenne a mis en place depuis quelques années une alliance pour la batterie, qu'on présume parfois par l'Airbus de la batterie, qui consiste, vous voyez, à approcher la chaîne de valeur depuis le départ, donc depuis l'extraction des métaux jusqu'au recyclage, en passant naturellement par la construction de la batterie elle-même, et donc de rassembler des industriels, des financements pour que l'Europe ait une capacité industrielle en la matière et que nous ne soyons pas obligés d'importer tout ce dont le véhicule électrique aura besoin dans les années qui viennent. Ça, c'est un enjeu financier, économique, technologique majeur, mais c'est aussi un enjeu considérable pour l'emploi. Donc voilà, c'est cette dimension sociale qui me semble très, très importante. Alors, j'ai juste évoqué l'aspect de l'emploi, mais bien sûr, cette dimension sociale revêt beaucoup d'autres aspects, notamment celui de l'accès à l'énergie, de la précarité. Mais là, je crois que le plus sage, c'est de laisser la parole à Rachel, dont c'est l'un des nombreux sujets de prédilection. Bonjour à tous, merci tout d'abord, bonjour à tous et à toutes, merci tout d'abord à Isabelle, Rémi et Pierre-Pascal pour leur invitation et merci Gilles de me passer la main. Donc, et je voudrais juste, je profite de ces salutations pour saluer les étudiants du CIF qui se sont connectés aujourd'hui, donc bonjour à tous, ainsi qu'aux autres étudiants et lycéens bien évidemment. Donc, comme le disait Gilles, je vais passer ici à la question sociale de la transition énergétique, puisque Gilles a présenté le cadre général et industriel. Donc, souvent, la dimension sociale de la transition énergétique est un peu oubliée dans cette démarche. Donc, je vais essayer de l'aborder aujourd'hui par deux points. Le premier, ce sera l'impact de la crise de la Covid-19 sur ce qu'on appelle les vulnérabilités énergétiques. Et la deuxième question que j'aimerais aborder, c'est est-ce que finalement la transition énergétique pourrait représenter un cadre d'action pour lutter contre ces vulnérabilités énergétiques? Alors, je vais essayer, si j'y arrive. Non. Voilà. Je suppose que vous avez tous entendu parler de la précarité énergétique. Alors, la précarité énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est l'incapacité de certains ménages d'atteindre un niveau adéquat de service énergétique dans son logement, c'est-à-dire la capacité de se chauffer, de se refroidir aussi, de cuisiner, de s'éclairer, etc., à un niveau qui correspond à ses besoins. Alors, comme vous le voyez ici, en Europe, ce n'est pas un phénomène nouveau du tout. Il y a 40 millions d'Européens qui sont incapables de se chauffer. Et si vous regardez les chiffres en bas, vous verrez qu'il y a environ 7 millions de Français qui sont dans cette situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qui ne sont pas en capacité de couvrir leurs besoins d'énergie dans leur logement. Alors, qu'est-ce que ça induit quand on a des mesures de confinement ? Lorsque, dès le 11 mars, l'OMS qualifie la propagation du virus de pandémie et que les autorités publiques de la majorité des pays dans le monde décident d'imposer l'état d'urgence sanitaire et des mesures de confinement. Qui dit mesures de confinement dit mesures d'isolation sociale, d'isolement social, puisqu'il faut rester chez soi. Or, comment rester chez soi quand déjà on n'a pas de chez soi, quand on est sans abri, qu'on a un logement qui n'est pas en très bon état, et par ailleurs, quand on n'a pas accès aux services essentiels du type énergie ou Internet ou eau dans son logement, alors que ces mesures de confinement ont été prises notamment pour préserver la santé des personnes. Donc, ça interroge un petit peu effectivement comment rester dans son logement dans ces cas-là, et on se rend compte que finalement, le confinement a révélé un certain nombre de vulnérabilités qui existaient déjà. Quand on parle de précarité énergétique, on explique la précarité énergétique par la conjonction de ces trois facteurs, c'est-à-dire un prix élevé de l'énergie, un niveau de revenu relativement faible et un manque d'efficacité énergétique dans son logement. La crise qu'a-t-elle révélé? Elle a révélé de multiples vulnérabilités qui sont multidimensionnelles et qui sont toutes interconnectées. Vous avez ici ce graphique qui tente de représenter cette interconnexion des vulnérabilités, la liste n'étant évidemment pas exhaustive. Je voudrais simplement m'arrêter sur deux éléments critiques lors du confinement.
Ce sont les conditions de l'habitat qui ont vraiment grandement influencé le niveau de consommation des occupants, ainsi que leur qualité de vie pendant le confinement. Quand on habite dans un logement suroccupé, mal chauffé, mal isolé, qui nécessite donc plus d'énergie, on a un plus grand risque finalement d'être confronté à la précarité énergétique. Et par ailleurs, ce que la crise a montré, c'est que le marché du travail était en difficulté comme encore jamais. Même la crise de 2008 a eu un impact moindre que cette crise actuelle. Et on se rend compte aujourd'hui qu'au niveau du marché du travail, il y a une polarisation entre les emplois mal protégés, mal rémunérés et les autres, qui vont avoir un impact sur le niveau de revenu des citoyens. Donc, on voit une augmentation des vulnérabilités qui peuvent se traduire par quelques chiffres, des chiffres qui sont avant crise et qui restent inquiétants quand on parle de la précarité énergétique. On voit qu'en Europe, 7 millions d'Européens ont reçu une menace de coupure d'énergie dans les années précédentes. Et récemment, le médiateur de l'énergie, dans son rapport, a montré qu'il y avait une hausse de 17% des interventions pour impayés entre 2018 et 2019, donc une situation en hausse. Donc, il sera intéressant de voir comment l'impact de la crise sanitaire va influencer ces interventions. Ce qui est également très inquiétant, c'est que cette crise a mis en danger un certain nombre de groupes sociaux qui, pour l'instant, étaient un peu épargnés. Et typiquement, ici, vous avez un chiffre sur l'Écosse. Un enfant sur 5 aujourd'hui a un risque d'être confronté à la précarité énergétique et alimentaire. Alimentaire, pourquoi? Parce que les écoles sont fermées, les cantines sont fermées. Et donc, les enfants se retrouvent à la maison. Et lorsque les parents ont des difficultés, précarité énergétique et précarité alimentaire se combinent. Vous avez également une hausse du chômage. Je ne vous apprendrai rien en disant ça. La hausse est assez dramatique partout et en Europe. Et elle touche notamment les jeunes, les femmes, qui sont particulièrement affectés par les métiers de service, par exemple, qui ont été éliminés finalement pendant la période de confinement. Donc, il y a ces nouveaux groupes sociaux qui émergent et il y a également une catégorie de travailleurs dont on parle rarement. C'est les indépendants qui ont dû rester chez eux et qui ont également perdu une source de revenus importante au cours de cette période de confinement. 41% des Français déclarent aujourd'hui une détérioration de leur situation financière, dont un grand nombre d'artisans, de commerçants et de petits entrepreneurs. Donc tout ça s'ajoute aux disparités territoriales, comme vous le voyez ici sur la carte de France. On voit une augmentation du chômage partout, mais avec des régions particulièrement touchées comparées à d'autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé face à ces vulnérabilités? Comment les autorités publiques ont-elles réagi? Alors, je vous ai mis ici une carte d'Europe qui tente une cartographie des mesures qui ont été mises en place, les mesures d'urgence qui ont été mises en place pour essayer de maintenir au minimum les services énergétiques au cours de la période de confinement. Et donc, ce qu'on constate, il y a 2 grandes mesures qui ont été mises en place dans à peu près une dizaine de pays. Les autorités ont décidé d'interdire les déconnexions, enfin les coupures d'approvisionnement pendant la période de l'état d'urgence, cette période variant d'un pays à l'autre. La deuxième mesure particulièrement mise en place a été de geler les prix de l'énergie ou de donner des réductions sur les prix de l'énergie au cours de cette période de confinement. Donc, il y a à peu près une douzaine de pays qui ont réagi ainsi. Bon, ce que vous pouvez constater sur la carte, c'est qu'il y a un traitement régional assez différencié. Quand on regarde un petit peu les pays scandinaves et les pays de l'Est, on voit par exemple que finalement, très peu d'actions ont été prises à destination du maintien des services de l'énergie au cours de cette période de confinement. En revanche, effectivement, ce que la carte ne montre pas, c'est que la majorité des mesures ont été prises pour favoriser le maintien d'un certain niveau de revenus et pour lancer des plans de relance économique. Par ailleurs, on a constaté aussi l'émergence de nouvelles solidarités. En France, par exemple, il y a eu pas mal d'initiatives de fournisseurs d'énergie qui ont coopéré avec des associations caritatives pour financer les actions de ces associations. Donc la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'à travers cette crise du confinement, est-ce qu'on fait un pas vers la reconnaissance de l'énergie comme un service essentiel?
pour tous les consommateurs. C'est une question qui reste ouverte, mais en tout cas, la réaction des autorités publiques tente à soulever cette question. Alors évidemment, quand on regarde les mesures d'urgence, on voit clairement qu'elles ne règlent pas les problèmes structurels de la précarité énergétique qui restent. Donc la question peut se poser si la transition énergétique pourrait représenter un levier d'action pour lutter contre la précarité énergétique. Alors, comme le répétait Gilles tout à l'heure, effectivement, la transition énergétique impose des objectifs en termes de réduction des émissions de CO2, en termes d'amélioration de l'efficacité énergétique et en termes de déploiement des énergies renouvelables. On constate aujourd'hui, finalement, que les consommateurs vulnérables sont très peu ciblés par l'ensemble de ces mesures, probablement à l'exception du programme de rénovation énergétique qui vise les consommateurs vulnérables. Mais en France, par exemple, il reste encore près de 7 millions de passoires thermiques qui n'ont pas bénéficié de ces rénovations. Donc, on peut imaginer que cette transition énergétique pourrait représenter ce cadre d'action pour essayer de sortir les ménages en difficulté de cette précarité énergétique. Alors, en revanche, ce qu'on constate également, c'est qu'il faut transformer les moyens d'action pour faire en sorte de pouvoir apporter des solutions à ces ménages vulnérables, notamment en termes d'ingénierie financière, à la fois parce qu'on va essayer de cibler des ménages qui ont très peu de capacité d'investissement, mais également à destination des entreprises dont les modèles d'affaires finalement ne sont pas forcément équipés pour aborder la question des vulnérabilités des ménages. Par ailleurs, ces moyens d'action nécessitent des partenariats territoriaux importants, puisque une des difficultés, c'est effectivement d'identifier ces ménages qui ont ces besoins et pour lesquels on peut penser qu'une intervention sur le logement avec des énergies renouvelables pourrait être une solution. Il s'agit aussi de réussir cette action en dimensionnant les technologies à hauteur des besoins des ménages. Ici, on peut parler par exemple de low-tech. Est-ce qu'on va utiliser du low-tech ou est-ce qu'on va utiliser du high-tech pour essayer de répondre à ces besoins? C'est une vraie question dont se sont emparées un certain nombre d'entreprises d'ores et déjà. Et on peut imaginer également qu'en France notamment, les modalités d'autoconsommation collective et les communautés énergétiques qui sont également promues au niveau européen pourraient représenter des solutions pour intégrer les ménages vulnérables dans cette transition énergétique, de sorte qu'elle ne soit pas perçue comme seulement une transition pour les riches, mais qu'elle puisse ouvrir la participation à une plus grande partie de la population, d'autant plus qu'aujourd'hui, si vous avez vos factures d'électricité sous les yeux, vous verrez qu'une partie de vos taxes servent à financer cette transition énergétique, y compris les ménages vulnérables. Sauf qu'effectivement, ces ménages vulnérables aujourd'hui ne peuvent pas bénéficier des avantages de cette transition énergétique ni des technologies. Donc, intégrer les ménages vulnérables dans cette transition énergétique pourrait permettre d'aller vers ce que Gilles appelait tout à l'heure la transition juste qu'essaie de promouvoir l'Union européenne, sans compter que très directement à l'échelle des individus, intervenir par ces moyens permettrait d'améliorer la santé, le logement, de potentiellement réduire les factures ou du moins de permettre à ces ménages d'atteindre un niveau de consommation qui permette vraiment de couvrir leurs besoins. Toutefois, pour arriver à mettre en place cette transition énergétique à destination des ménages vulnérables, aujourd'hui on est confronté à un certain nombre d'obstacles. Je n'en cite que quelques-uns ici sous forme de questions. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la précarité énergétique dans la majeure partie des pays européens est considérée surtout comme une problématique sociale et non énergétique, ce qui fait qu'on l'oublie dans la transition énergétique. Aujourd'hui, les pays européens ont dû établir leurs plans nationaux intégrés de l'énergie et du climat. Et on peut s'interroger pour savoir si ce n'est pas une occasion manquée d'afficher des ambitions un peu plus importantes liant transition énergétique, communauté énergétique et précarité énergétique à l'échelle européenne. C'est une question. Il s'agit ici de regarder les plans qui ont été produits pour voir que la précarité énergétique n'est pas vraiment une cible importante dans ces plans. Une autre question se pose qui a déjà été abordée par Gilles, c'est effectivement les capacités d'investissement suite à la crise
sanitaire que nous vivons, est-ce qu'on pourra continuer à investir dans la transition énergétique et notamment trouver des modalités de financement pour les ménages vulnérables. Et enfin, utiliser la transition énergétique comme un outil de réponse à la précarité énergétique qui est possible, c'est sûr, à condition de bien dimensionner les réponses et surtout d'éviter les risques d'effets indésirables. On en connaît un notamment lorsqu'on met en place des projets de rénovation énergétique. Le risque, c'est qu'ils se traduisent par des hausses de loyer que ces ménages vulnérables ne peuvent plus payer. Et donc, finalement, le remède est pire que la solution est vraiment pire que le problème. Donc, en conclusion, j'aimerais conclure avec 4 questions. Une remarque et 3 questions. La première remarque, c'est que la précarité énergétique, comme on l'a vu, dépend de nombreuses autres vulnérabilités et qu'il s'agit finalement de considérer cette précarité énergétique dans une réponse globale et pas seulement sociale comme on tente à le faire aujourd'hui. Ensuite, la question qui peut se poser, c'est finalement, est-ce que cette crise n'est pas le moment de réfléchir à l'accès à ces services énergétiques, de repenser l'accès à ces services énergétiques sous forme de services essentiels? Est-ce que, par exemple, un droit à l'énergie permettrait de mettre en œuvre ce service essentiel? C'est une réflexion que de nombreux chercheurs sont en train de porter en ce moment avec de nombreuses organisations caritatives. On peut également s'interroger sur cette notion de transition juste, comme le mentionne le Green Deal, le pacte vert européen. Un des objectifs, comme vous le voyez ici, c'est de ne laisser personne au bord de la route. Donc, qui dit ne laisser personne au bord de la route, dit également prendre en compte ces ménages vulnérables. Et enfin, évidemment, on peut s'interroger sur la capacité du Green Deal à financer à la fois la lutte contre la précarité énergétique, la lutte pour le climat et le redressement économique à la fois. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Donc, on a beaucoup de questions qui sont arrivées. Vous continuez à les envoyer, bien sûr, sur le module Q&R ou la partie conversée. Bon, je vais prendre les questions un petit peu dans l'ordre pour essayer de les organiser. Une question d'abord sur le rôle du nucléaire. Est-ce que le nucléaire, c'est peut-être une question pour Gilles, mais on va voir si Rachel peut répondre aussi sur les aspects qu'il peut y avoir sur les vulnérabilités. Est-ce que le nucléaire est une bonne solution afin de lutter contre les émissions de CO2 ? Et également, une question qui va un peu aussi dans le même sens, est-ce qu'on peut concilier ces réductions d'émissions de CO2 et le développement justement des ENR solaires et voltaïques qui peuvent aussi être consommatrices ou émettrices de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, pour Gilles. Merci beaucoup pour ces questions. Sur la première, nucléaire, c'est à la fois un problème éthique et un problème économique. Sur le plan éthique, il y a 2 sujets qui sont soulevés, au moins 2. Celui des déchets. Est-ce qu'on lègue des déchets de cette nature aux générations suivantes pour quelques centaines d'années ou pas? Et la question de la sécurité aussi. Est-ce qu'on prend le risque, sachant qu'un accident a des conséquences qu'on connaît parfaitement? Ensuite, il y a un problème économique. Alors, il est très difficile de comparer le prix des énergies. Moi, je préfère toujours un petit peu à ce qui s'est passé dans le cas de Flamanville. Pour le projet en cours de Flamanville, la Cour des comptes avait chiffré à peu près le coût entre 70 et 90 euros par mégawatt. Mais ça, c'était lorsque le projet devait coûter autour de 3 milliards et être terminé en 2012. Donc aujourd'hui, le projet n'est pas encore terminé et le coût devrait être autour de 12 milliards. Donc forcément, on ne sera pas à 70-90 euros par mégawatt. Si vous jetez un petit coup d'œil au graphique que je vous ai montré tout à l'heure, on considère que, et si on regarde les appels d'offres passés récemment en France, les énergies renouvelables, pour aller vite, sont autour de 50-70 euros le mégawatt. Et on peut imaginer qu'à l'avenir, le coût du nucléaire va augmenter en raison des mesures de sécurité qui vont s'ajouter, tandis que le coût du renouvelable ne peut que diminuer. Alors, une fois qu'on a dit cela, on n'a pas tout dit parce qu'il faut prendre en compte le fait que les renouvelables sont des énergies intermittentes,
que les capacités à ajouter sont tout à fait considérables. Donc, encore une fois, il faut être prudent. Mais là, on a un vrai souci économique. C'est que le nucléaire français actuel, le nucléaire historique, est très rentable et à un coût très faible parce que les coûts d'investissement sont amortis. Mais pour la suite, la question se pose vraiment de savoir si le nucléaire est vraiment compétitif par rapport aux alternatives. Et ce qu'on observe, c'est que dans un nombre croissant de pays, la réponse apportée à cette question est non, tout simplement. Et un grand énergéticien français expliquait récemment que pour lui, le nucléaire était terminé, qu'ils y avaient songé à une époque, mais que quand ils voyaient le prix de l'éolien offshore, notamment, ils ne se posaient même plus la question. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le nucléaire. La deuxième question, la réponse me paraît pour le coup assez claire, c'est que on discute souvent de l'impact carbone du solaire et de l'éolien. En fait, naturellement, produire des panneaux solaires consomme énormément d'énergie, mais toutes les recherches effectuées montrent que même si le mix énergétique du pays qui produit, c'est bien, est basé sur le charbon, on a un effet bénéfique sur le climat très rapidement au bout de quelques années, sachant que ces installations sont prévues pour durer au minimum une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc là, de toute évidence, l'impact sur le climat est très positif. Il faut savoir bien sûr qu'en France, 75% de la production électrique est à base de nucléaire, donc la question du climat se pose dans des termes différents. Si vous regardez l'Allemagne ou d'autres pays où la part du charbon, du gaz est élevée, il est évident qu'investir dans les énergies renouvelables va permettre d'évincer d'autres énergies, notamment les énergies fossiles, et aura un impact très, très positif sur le climat. Un dernier point sur ce sujet-là, il y a un moyen de faire en sorte que l'impact carbone de ces installations renouvelables soit le plus faible possible, c'est de formuler dans les appels d'offres des conditions et de dire, voilà, on va sélectionner les projets non seulement qui sont les moins chers, ce qui est tout à fait normal et logique, mais on va aussi prêter attention à l'impact carbone, d'où viennent les composants des panneaux solaires, des éoliennes. C'est ce qui se fait un petit peu en France aujourd'hui. C'est une solution qui est à l'étude dans un certain nombre de pays européens. Ça aurait l'avantage, bien sûr, de réduire encore l'impact carbone de ces équipements, mais aussi de contribuer discrètement et sans être accusé de protectionnisme à la relocalisation ou à la mise en œuvre d'installations d'usines de production de ces équipements sur le sol européen, bien sûr. Et est-ce que le stockage de l'électricité, donc les batteries, bien sûr, n'est pas à l'origine d'une autre pollution? Est-ce que c'est bien pris en compte dans le coût de cette énergie-là que vous représentez? Alors, le coût est très, très difficile à évaluer. Alors déjà, le stockage d'énergie, c'est le problème central aujourd'hui. La solution qu'on a pour la mobilité électrique, fondée notamment sur le lithium, c'est une solution qui n'est pas satisfaisante pour le stockage stationnaire et donc très difficile à mettre en place pour stabiliser des réseaux nationaux, par exemple. Alors là, il y a d'autres solutions technologiques qui se mettent en œuvre peu à peu, mais il faut être sincère, on n'a pas encore surmonté le problème de l'intermittence des énergies renouvelables. Déjà, en plus, il y a deux problèmes, c'est l'intermittence jour-nuit, bien sûr, mais aussi la question saisonnière, c'est-à-dire que les éoliennes sont plutôt très productrices en hiver, tandis que le photovoltaïque, comme vous pouvez l'imaginer, est très productif en été. Donc, pour le stockage stationnaire, la solution technologique idoine reste à trouver. Ensuite, pour l'ensemble de ces solutions, alors elles font appel à des métaux, à des matériaux différents. Il est évident que le coût social et le coût environnemental n'est pas pris en compte. Ici, des efforts sont engagés, notamment en termes de traçabilité, alors de la part des acteurs industriels, mais on est libre de les croire ou pas les croire, mais aussi de plus en plus par des organismes publics qui essayent de vérifier que de la mine jusqu'à la construction de la batterie, jusqu'à sa mise en place dans les équipements, les conditions sociales et environnementales sont acceptables. Il ne faut pas se leurrer, on est très loin de la solution ici. Il suffit de voir ce qui se passe dans la province du Katanga, en République démocratique du Congo, ou dans certains gisements de lithium en Amérique latine. On est loin d'avoir trouvé la solution
pour veiller à ce que sur toute la chaîne de valeur, les conditions sociales et environnementales soient le plus acceptables possible. Alors, une dernière question qui va être encore pour Gilles, puis après on va passer sur les questions aussi qui touchent la vulnérabilité pour Rachel également. Il y avait des questions aussi sur donc les gaz de schiste ou les énergies fossiles non conventionnelles. Quel avenir ont-elles? Sont-elles enterrées? Enfin, on sait qu'avec la baisse du prix du pétrole, par exemple, aujourd'hui, ça remet en question la rentabilité de certains investissements. Quelle projection on peut faire? Donc, je sais que ce n'est pas facile, mais… Oui. Je vais faire un petit peu comme Keynes qui faisait des prévisions à 100 ans pour être sûr de ne jamais être démenti de son vivant. Mais disons que c'est pour ce qui est du gaz de schiste, très clairement en Europe, son avenir est vraiment très compromis pour quantité de raisons. D'une part parce que les pays qui étaient plutôt favorables, qui pensaient avoir des réserves importantes, se sont avérés en réalité dépourvus de réserves satisfaisantes. Donc les acteurs industriels ont quitté ces pays. Et puis ensuite, il y a une opposition de dépopulation, il y a une géographie de l'Europe qui fait que cette solution est quand même très difficilement envisageable. Cela étant, aux États-Unis, il faut reconnaître que ça a changé la donne. Vous avez vu peut-être tout à l'heure la petite remarque d'un dirigeant américain que je citais en réponse au projet européen de mettre en place une taxe carbone et qui disait que, désolé, mais les États-Unis sont leaders. Et de fait, le bilan des États-Unis ces dernières années n'est pas si catastrophique que ça, entre autres parce que le charbon a été évincé au profit du gaz de schiste. Et aujourd'hui, vous avez des terminaux de gaz liquide aux États-Unis qui ont été installés pour importer du gaz et qui se retrouvent à exporter le gaz américain. Donc le gaz de schiste a changé la donne et on voit que les coûts sont très très bas et que ce gaz-là est compétitif. Mais en Europe, de toute évidence, l'avenir de cette énergie-là est très compromis. Toute la question de savoir, est-ce que nous, Européens, nous pouvons à la fois interdire le gaz de schiste chez nous et puis importer du gaz de schiste américain, sachant qu'il est quand même très difficile de faire la différence entre une molécule de gaz de schiste et une molécule de gaz conventionnel. Donc là, il est naturellement impossible d'avoir une réponse satisfaisante ici, mais c'est vrai que la question n'est pas sotte. Doit-on importer des biens, des biens ou des matières premières qu'on s'interdit d'exploiter chez nous? Alors, une question peut-être qui va faire transition vers la vulnérabilité, mais aussi pour les questions européennes. Donc, on voit en fait qu'il y a potentiellement une contradiction entre d'un côté la transition énergétique et avec cette augmentation possible du coût de l'énergie et du prix de l'énergie, et avec la vulnérabilité. Donc, c'est cette question en fait des enjeux sociaux qui a intéressé pas mal de participants. Est-ce qu'on peut dire que les plans aujourd'hui pour la transition énergétique intègrent vraiment cette dimension-là, et notamment les plans au niveau européen, Rachel, le Green Deal, etc., etc. Est-ce que cette dimension-là est véritablement intégrée? Alors aujourd'hui, il y a une vraie réflexion au niveau de l'Union européenne sur la précarité énergétique. Et ce qu'on constate, c'est par exemple qu'on est incapable d'en proposer une définition commune. Donc chaque pays, en fait, est invité, encouragé à définir la précarité énergétique, à donner des indicateurs et à mettre en place des actions pour lutter contre la précarité énergétique. Mais à l'échelle européenne, c'est exactement le problème que j'abordais tout à l'heure. Comme la majorité des États et des acteurs considèrent que la précarité relève du social, le social est une compétence des États membres, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Et donc, en ce sens, considérer la précarité énergétique comme une problématique sociale limite la capacité d'action de l'Union européenne en direct sur ce sujet-là. Donc, elle invite à le faire par le biais de sa politique énergétique, justement avec cette notion de transition juste. Jusqu'à présent, ce dont on entend beaucoup parler des régions du charbon et donc du fait qu'il ne faut pas laisser ces régions charbonnières et les mineurs sur le bord de la route. Et finalement, cette transition juste, on ne la voit pas encore beaucoup se refléter à travers des choses très concrètes pour la lutte pour les ménages vulnérables. D'accord. Il y avait des questions très spécifiques sur des parties de votre intervention. Par exemple, et moi-même, je me la suis posée, l'autoconsommation énergétique. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu mieux, ou les communautés énergétiques, et donner des exemples? Alors, on en est au tout début, puisque la loi sur l'autoconsommation collective en France, elle est très récente. Alors, il y a pas mal de tentatives. On en est encore au stade des projets pilotes, notamment dans le solaire.
Et il y a par exemple des projets, notamment avec les bailleurs sociaux, lorsqu'ils installent des panneaux solaires sur leur propriété, par exemple, les parties communes sont alimentées par le solaire et permettent une réduction des charges pour les ménages vulnérables. Donc, c'est un moyen de réduire la consommation des ménages. Il y a d'autres projets qui émergent et là, il y a un projet très intéressant sur Grenoble qui, je crois, est en train d'être en cours de discussion avec l'ADEME, me semble-t-il. C'est un projet qui s'appelle Métamorphose, où l'idée serait, par exemple, que des supermarchés qui installent des panneaux solaires sur leur toit, évidemment, ils ne vont consommer cette électricité que lorsqu'ils sont actifs, que lorsqu'ils sont ouverts. Dès lors qu'ils sont fermés le dimanche, par exemple, ils envisagent, par exemple, de faire bénéficier les bailleurs sociaux de cette électricité non consommée, de sorte de réduire également les factures des locataires. Donc, il faut repenser finalement comment partager l'énergie en ce moment. Et c'est vrai que la loi sur l'autoconsommation collective en France l'autorise. Aujourd'hui, l'Union européenne promeut les communautés énergétiques, donc les coopératives d'énergie. Et c'est intéressant de regarder en Europe qu'il y a beaucoup de coopératives d'énergie qui développent des projets en faveur des ménages vulnérables. Alors, c'est compliqué parce que pour être membre d'une coopérative, il faut payer une adhésion. Et souvent, les ménages vulnérables n'ont pas cette possibilité-là. Et par exemple, si on regarde en Belgique, il y a une coopérative qui s'appelle EcoPower. Ils se sont associés avec la ville de Louvain. Et la ville, en fait, a décidé de financer des parts dans la coopérative et ils font bénéficier les ménages vulnérables de ces parts, de sorte que la coopérative pratique des prix moins élevés sur l'électricité afin que les ménages vulnérables puissent bénéficier de ces prix moins chers. Donc, il y a vraiment un système à repenser, un système de coopération à repenser par rapport à l'autoconsommation collective notamment. Une question qui peut s'adresser à vous deux en même temps, une très bonne question. Quel rôle peuvent jouer les gestionnaires de transport d'électricité dans la transition énergétique, mais aussi dans la lutte contre les vulnérabilités? Peut-être au niveau de la tarification, je ne sais pas. Ouais. Alors, Gilles, je commence par rapport à l'aspect vulnérabilité. Les gestionnaires de transport, si on parle des TSO, donc des lignes de transmission, en soi, ils n'ont pas forcément énormément de rôle par rapport à la vulnérabilité. Ils en ont, par contre, effectivement, sur le volet transition énergétique, mais sur la vulnérabilité, c'est limité, puisque de toute façon, sur chaque facture, il y a des taxes qui sont redistribuées ensuite aux opérateurs de réseau et sur lesquels finalement l'État peut agir, mais les opérateurs en direct finalement assez peu. En revanche, effectivement, comme le disait Gilles tout à l'heure, ils ont un rôle très important dans le cadre des interconnexions au niveau européen. Et peut-être Gilles, tu pourras ajouter quelque chose là-dessus. Oui, merci Rachel. Il y a quelques années, il s'est passé un événement qui aurait dû passer complètement inaperçu. C'est un navire qui quittait un port allemand, mais qui était de très grande taille, et donc il avait demandé à l'interruption d'une ligne haute tension qui passait au-dessus du canal par lequel ce bateau devait transiter. Et finalement, pour diverses raisons, les gestionnaires du réseau avaient dit, les gestionnaires allemands du réseau avaient dit il n'y a aucun problème, on a fait des études, on va interrompre cette ligne et ça ne dérangera personne. Et puis pour diverses raisons, le bateau est passé un peu plus tôt que prévu et donc la ligne a été suspendue quelques heures avant le moment prévu, quoi. Et ça a provoqué un blackout dans toute la région autour du port, aux Pays-Bas, en Belgique, et même le gestionnaire français du réseau a été obligé d'intervenir. Tout ça parce qu'un navire sortait d'un port allemand un petit peu plus tôt que prévu. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça montre à quel point nos réseaux aujourd'hui en Europe sont interconnectés, sont interdépendants. Et forcément, les gestionnaires ont un rôle clé à jouer. Alors, en utilisant les capacités des États voisins, il faut savoir qu'en plein été, si jamais le soleil brille en Bavière, c'est un problème, en tout cas une opportunité ou une nécessité pour le gestionnaire français du réseau d'intervenir, de faire le nécessaire pour que le réseau soit équilibré. S'il n'est pas équilibré, c'est le blackout assuré. Donc là, les gestionnaires ont un rôle essentiel à jouer pour construire cette Europe de l'électricité.
Et puis, il y a un autre rôle qui est important, c'est celui de faire face à la production décentralisée. Alors, c'est encore timide en France, mais vous avez des pays comme l'Allemagne, par exemple, ou d'autres, ou l'Italie, où le nombre d'installations solaires, notamment, par des particuliers est en pleine expansion. Et il faut savoir gérer ça. Cet afflux d'électricité d'origine photovoltaïque ne vient pas toujours au bon moment. Donc, il faut savoir la redispatcher très rapidement. Il faut savoir faire face quand il n'y a plus de production. Et donc, ça, c'est un des soucis pour les gestionnaires de réseau. Mais c'est aussi une opportunité pour eux parce qu'il est évident que de plus en plus, la gestion intelligente de ces réseaux va être un élément essentiel de la transition énergétique. On n'est plus du tout dans la configuration où on a un producteur central qui diffuse vers la périphérie l'électricité produite. On a désormais des réseaux qui fonctionnent dans tous les sens, avec des interdépendances entre régions, entre pays, qu'il faut savoir gérer. Et c'est évidemment là un sujet crucial pour la transition. Pour revenir sur l'Airbus des batteries dont Gilles parlait, est-ce qu'il n'est pas trop tard déjà pour faire l'Airbus des batteries et donc face par exemple aux grands groupes chinois dont on connaît la position dominante et face aussi aux géants américains Tesla? Et qu'est-ce qui peut expliquer que la Chine ait devancé l'Allemagne sur cette production-là? Alors, quand l'idée est apparue de cet Airbus des batteries, le sentiment général, c'était que ça venait bien trop tard et que la partie était terminée. Et de fait, plusieurs industriels ont répondu en disant c'est très sympathique, mais nous avons déjà établi des partenariats avec la Corée du Sud, avec la Chine, avec le Japon, et on ne va pas remettre en cause ces partenariats. Les industriels réfléchissent 10-15 ans à l'avance et vous arrivez bien tard. Je dois dire que le sentiment a un peu changé, car pour deux raisons. D'une part, parce que la Commission européenne s'est avérée très dynamique sur cette question-là. Et donc, on a vu des projets industriels émerger en Suède, en Allemagne, puis aussi de plus en plus en France. Et l'Allemagne est très concernée par ce sujet, parce qu'il y a à peu près 700 000 emplois dans l'industrie automobile. Et il faut savoir que le véhicule électrique est une vraie menace pour le secteur automobile, car moins d'emplois sont nécessaires pour produire un véhicule électrique, moins de pièces détachées sont nécessaires. Et donc, si jamais l'Europe perd la batterie, alors franchement, c'est une catastrophe annoncée pour l'industrie automobile européenne et notamment pour l'industrie allemande. Et quand on regarde les dernières initiatives qui ont été prises, je trouve qu'on a des raisons d'espérer. L'Europe est aujourd'hui le pays où la production de batteries automobiles connaît la plus forte croissance. Vous avez des projets qui se multiplient. Un des projets les plus récents qui a été annoncé il y a quelques semaines, c'est celui d'un site recyclant les batteries, ou étant capable de recycler des matières premières pour produire des batteries. Vous avez des partenariats originaux qui se créent entre l'industrie du recyclage et l'industrie automobile. Des mines de lithium, alors on peut être pour ou contre, mais sont en train de s'ouvrir en Europe. Donc, de toute évidence, des choses se passent. De l'argent considérable est sur la table. Après, il faut savoir que dans le même temps, quand vous regardez le plan de relance chinois, alors le plan de relance européen mentionne la question de la batterie, mais quand vous regardez le plan de relance chinois, lui aussi mentionne la question de la batterie et fait clairement mention d'investissements tout à fait considérables destinés à s'imposer et à dominer cette technologie dans les années qui viennent. Donc, ce n'est pas gagné. Mais de toute évidence, des choses se passent au niveau européen. Et là où l'Europe a une carte à jouer, me semble-t-il, c'est sur le côté soutenable de cette industrie. Si on parvient à extraire des matières premières, ou en tous les cas à s'assurer que les matières premières sont extraites et raffinées dans des conditions souhaitables, et qu'il y a une activité de recyclage qui se met en œuvre, on peut tout à fait imaginer que la chaîne de valeur soit en partie, en tous les cas, soit en partie en Europe. Mais il est évident qu'on s'y est pris un tout petit peu tard. Ah, et sur le panneau solaire, parce que il y avait la question pourquoi la Chine s'est imposée à la fois sur la batterie, sur le photovoltaïque. Je pense qu'il y a une raison stratégique, c'est que le choix a été fait de miser sur ces technologies de demain pour compenser les faiblesses dans les technologies actuelles. Les économies d'échelle jouent un rôle important quand le marché chinois est là. Forcément, vous avez un avantage en tant que producteur.
Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu d'innovation de rupture. C'est la même chose d'ailleurs avec les batteries et avec les panneaux solaires. Il n'y a pas d'innovation de rupture du côté de la Chine. Il y a une innovation incrémentale extrêmement efficace qui a permis de réduire considérablement les coûts. Alors, après, la réponse, pour schématiser, pour aller très vite, il y a deux réponses possibles. Soit c'est les droits de douane, donc anti-dumping. Mais l'Europe a renoncé à cela et à mon sens, c'est une bonne idée parce que les politiques anti-dumping ont des effets secondaires qui peuvent être assez néfastes. Et la deuxième réponse, c'est l'innovation, bien sûr. C'est d'essayer de développer des nouvelles technologies. Alors, ça se fait en Europe. Dans le cas du photovoltaïque, par exemple, vous avez des projets franco-allemands qui sont extrêmement innovants et prometteurs qui se mettent en œuvre aujourd'hui. Le problème, c'est que ces solutions-là restent toujours un peu chères aujourd'hui. Et donc, il est difficile de les industrialiser. Mais c'est naturellement par l'innovation technologique que l'Europe peut espérer renverser la vapeur. Je vais poser une dernière question qui vous permettra à chacun de dire le mot de la fin, d'accord? Et parce qu'on a beaucoup de questions et je suis désolé pour toutes les questions qu'on ne pourra pas poser, voilà. Mais vous avez répondu aussi par vos interventions. Il y a la question très sensible et essentielle des institutions. En fait, les institutions actuelles sont-elles efficaces pour organiser la transition énergétique et donc pour faire face à la fois aux défis énergétiques, donc Gilles, et aussi à la question de la vulnérabilité, donc avec cette articulation du niveau national, du niveau européen et aussi du niveau mondial, parce qu'on avait aussi des questions sur le rôle possible de l'OMC ou d'autres organisations mondiales pour favoriser cette transition énergétique. Voilà, vaste question, vous n'avez pas beaucoup de temps chacun. Gilles, peut-être, et ensuite Rachel. Commence Rachel ou comme vous voulez. La vulnérabilité, peut-être. Rachel, oui. Bon, un mot sur les institutions. Alors, c'est un vaste sujet. Je pense que du côté européen, franchement, le projet européen est souvent critiqué ces temps-ci. Mais l'aspect institutionnel est problématique dans le sens où les procédures sont très lentes, donc beaucoup de temps est nécessaire. En revanche, le fait que la Commission travaille avec le Parlement européen et avec les États crée quand même un certain nombre de garanties sur le plan démocratique. Et si on regarde des décisions qui sont prises en cas de crise soudaine, effectivement, la réponse européenne peut paraître trop lente. Et là, on peut se dire que les institutions ne sont pas adaptées à un monde qui change vite. Mais si on regarde sur la durée et la capacité qu'a l'Union européenne à répondre à des situations de crise dans la durée, là, on s'aperçoit quand même que la réponse est pour le coup solide. Il n'y a qu'à voir le plan de relance qui a été annoncé. On peut toujours dire, bah oui, mais l'argent n'arrivera que l'année prochaine, certes. Mais enfin, mobiliser plus de 1000 milliards d'euros sur 7 ans, il n'y a pas beaucoup d'institutions qui sont capables de le faire aujourd'hui. C'est ce que l'Union européenne va faire. Et puis ajouter à cela 750 milliards. Là aussi, je ne pense pas qu'on soit très nombreux dans le monde à être capables de faire ça. Donc, ces institutions, finalement, ne fonctionnent pas si mal que ça si on pense qu'il y a à la fois la Commission, le Parlement, les 28 ou 27 États membres qu'il faut satisfaire. Après, côté national, moi, il me semble que le rôle des pouvoirs locaux et régionaux est extrêmement important. Il faut vraiment essayer d'articuler ce niveau local avec le niveau national, parce que les énergies renouvelables, c'est quand même à la base une formidable opportunité pour les villes, pour les régions, de réinterroger ou de revaloriser leur potentiel en termes d'énergie, que ce soit la biomasse forestière, que ce soit le vent, que ce soit le soleil. Donc, le rôle du territoire est plus important que jamais. Et là, effectivement, il est essentiel que le niveau local et régional soit pleinement intégré. Alors, moi qui vis en Allemagne, je vois la comparaison, j'entends souvent parler de la comparaison entre France et Allemagne, entre la centralisation française et le fédéralisme allemand. Je n'opposerai pas les deux systèmes. Je crois que le fédéralisme allemand a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi pas mal d'inconvénients. Mais que les conflits sont quand même, où les tensions sont résolues à travers de longues discussions et de douloureux compromis parfois. Mais du côté français, il y a aussi des modes d'articulation entre le local et régional et national qui peuvent être intéressants. Donc, il n'y a pas de système idéal. Ce qui est essentiel, c'est qu'il y a un dialogue et une confiance mutuelle. Et je pense que Rachel a beaucoup plus de choses à dire sur ce sujet que moi.
Donc, sur les institutions actuelles, est-ce qu'elles sont adaptées justement aux questions que vous abordez, celle de la vulnérabilité énergétique? Alors, comme disait Gilles tout à l'heure, c'est une vaste question et je pense qu'elle mériterait un petit peu plus que les quelques secondes pour conclure cette discussion. Est-ce qu'elles sont adaptées? On a les institutions qu'on mérite, peut-être, mais en tout cas, ce que je dirais, c'est ce que Gilles annonçait déjà pour la transition énergétique, c'est la nécessité absolue d'articuler les différents niveaux d'intervention du niveau européen au niveau des territoires, parce que finalement, notamment pour la question des vulnérabilités, les premières institutions à être contactées en cas de souci sont les villes, les villages, les maires en général, ou alors les services sociaux que les villes mettent en place. Donc, pour les vulnérabilités, ça me paraît essentiel que cette articulation soit mieux organisée et que les niveaux régionaux et territoriaux prennent un relais évident vis-à-vis des populations dans le besoin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le cadre d'action est fixé notamment par les États membres et donc il faut une articulation logique entre ces différents niveaux. Et cette articulation, elle est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que si on ne fait rien pour traiter les vulnérabilités à différents niveaux, on a commencé à parler de la vulnérabilité énergétique, mais on a vu qu'elle impliquait beaucoup d'autres vulnérabilités. On risque de voir monter les populismes. Il y a déjà certains pays européens où les populistes sont au pouvoir. Donc les institutions aujourd'hui ont intérêt à agir ensemble et vite pour apporter des solutions à ces vulnérabilités qui se sont creusées avec la crise sanitaire. Merci beaucoup. Isabelle, peut-être un mot de conclusion? Bon, non, pas spécialement. En tout cas, un grand merci à Gilles et à Rachel. C'était passionnant comme d'habitude. Et bien sûr, merci aux auditeurs et aux questions qui ont été posées. Oui, merci à tous. Donc, on vous donne rendez-vous. Donc, merci encore aux intervenants. On sait que le sujet, on ne peut pas l'épuiser en 1 heure et quart. On a un petit peu débordé parce qu'on sait qu'on peut le faire sur Internet. Je vous invite en fait à revoir. Donc, vous pouvez revoir cette vidéo qu'on va remettre donc sur la page du printemps de l'économie sur YouTube. On partagera normalement aussi les présentations et puis suivez les publications de nos intervenants qui permettent d'aller plus loin.